What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Money! Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode d'Hollywood's Bull, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir 3 blockbusters méconnus ou oubliés. D'ailleurs, on vous propose d'écouter, si ce n'est pas déjà fait, les 4 épisodes du même format que nous avons sortis durant l'été. Pour les fêtes de fin d'année, nous avons pensé qu'il était judicieux de parler de productions familiales, plus précisément de 3 films d'animation Disney qui ont tous 3 connu des échecs à leur sortie en salle. Les vacances scolaires à l'abri du froid hivernal représentent donc une bonne occasion de découvrir, redécouvrir ou faire découvrir au jeune public ces 3 tentatives pour Disney de travailler la science-fiction par 3 approches différentes. This is the moment Jim Hawkins had always dreamed of. Whoa, Treasure Planet. Now, he's determined to go for it. This is my chance to set things right. I don't want to lose you. Make you proud. Robert Louis Stevenson's greatest adventure, Treasure Island, as it has never been seen before. All hands to station! Walt Disney Pictures presents Treasure Planet. Durant les années 90, époque de son nouvel âge d'or, Disney s'impose le rythme d'un long métrage d'animation chaque année, les fameux classiques de l'animation Disney que nous, public français, découvrons aux alentours des vacances de Noël, comme c'est le cas cette année avec Vaiana 2. Mais la mécanique lucrative commence à grincer au début des années 2000, avec les sorties successives de Dinosaures fin 2000 et Atlantide, l'Empire perdu fin 2001. Si l'animation 3D de Dinosaures pouvait paraître déroutante à l'époque de la 2D, et si Atlantide, l'Empire perdu prenait le risque d'un scénario original, en 2002, Disney revient à ses fondamentaux en adaptant un récit familier et familial, à savoir L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, après avoir déjà tablé sur Victor Hugo, Edgar Rice Burroughs, Hans Christian Andersen ou encore Charles Dickens. Pourtant, malgré le duo Ron Clements, John Musker aux commandes, fort des succès de La Petite Sirène et d'Aladin, La Planète au trésor n'est pas pour autant un projet dénué de risques. Les 2 réalisateurs entendent bien repousser les prouesses techniques du mariage animation 2D et 3D, déjà expérimenté chez Disney sur les 10 précédentes années, par un dosage progressif de la salle de bal de La Belle et la Bête à la jungle dense et sinueuse de Tarzan. Et de plus, le récit de piraterie, qui dans l'œuvre originale littéraire se déroulait au XVIIIe siècle, est transposé dans un univers de space opéra, un décor de galaxies lointaines, peuplé d'objets et de vaisseaux animés en 3D, qui rappelle d'ailleurs la tentative Titan AE, réalisée par Don Bluth en 2000, dont l'échec avait hélas causé la fermeture du département Fox Animation Studio de la 20th Century Fox. Malheureusement, sans essuyer un échec aussi préjudiciable, La Planète au trésor ne connut pas un sort plus enviable, puisqu'il n'engrangea que 109 millions de dollars dans le monde, tandis que Lilo et Stitch, autre film d'animation Disney sorti 6 mois plus tôt, en avait rapporté plus du double, en marquant davantage les mémoires des jeunes spectatrices et spectateurs. Now, you listen to me, James Hawkins. You got the makings of greatness in you, but you gotta take the helm and charge your own course. Stick to it, no matter the squalls. And when the time comes, you get the chance to really test the cut of your sails and show what you're made of. Well, I hope I'm there, catching some of the light coming off you that day. Agréable surprise que la redécouverte de La Planète au trésor 22 ans après sa sortie en salle, car le mariage de la 2D et de la 3D fonctionne à merveille, permettant des séquences spectaculaires, rythmées et animées avec fluidité, notamment la poursuite de Jim et Silver dans les coursives étroites du navire. Les éléments numériques épousent parfaitement l'univers science-fictionnel, sans effacer pour autant le charme des personnages dessinés avec l'ancienne méthode, et laissent même un peu de place à quelques paysages qu'on croirait peints à l'aquarelle. Alors soyons honnêtes, le récit avec son rapport à la technologie et au cosmos est plus proche à vrai dire d'une forme de fantaisie intersidérale que d'un véritable récit de science-fiction. Il brasse les motifs et les thématiques du roman de piraterie, comme Star Wars transposait les codes de la chevalerie et des récits de samouraïs dans une galaxie lointaine, très lointaine, en cherchant à satisfaire la soif d'aventure de son jeune public, contrebalancé par quelques notes d'humour et de bons sentiments. Disney ne néglige pas pour autant ce qu'il y a de plus intéressant dans l'œuvre originale de Stevenson, à savoir la relation paradoxale unissant Gene Hawkins, l'aventurier en herbe, à John Silver, le vieux bourlingueur filou. Malgré cette recette maîtrisée
maîtrisée, La Planète au Trésor marque la fin d'une époque, puisque Disney abandonnera progressivement l'animation 2D au cours des années 2000, avant que Chris Buck, réalisateur de La Reine des Neiges et Wish, affirme dans une récente interview que le studio envisage sérieusement de revenir à ce type de graphisme. All his life, Lewis's dream was to find the family he never knew. I know they're out there. But the funny thing about chasing dreams is that no one can do it on their own. What are you doing up here? Desperate times call for desperate measures. And the journey will always take you places you never imagined. What is this? Where are we going? To the future! Après la sortie de La Planète au Trésor, Walt Disney Pictures ne renonce pas au classique Disney de Noël, sauf que le studio tente à présent de redorer son blason avec l'animation 3D. Entre Chicken Little, sorti en 2005, et Volt, sorti en 2008, Bienvenue chez les Robinson débarque sur les écrans pour Noël 2007 et propose un spectacle très différent de l'adaptation épique de L'Île au Trésor. Cette fois, Disney ne va pas piocher dans les contes et les classiques littéraires, mais choisit un roman pour enfants de William Joyce, publié en 1990. Storyboarder et scénariste de Tarzan, Cusco et Frères des ours, Steven J. Anderson passe à la réalisation de ce récit de voyage dans le futur, où un jeune orphelin rencontre une famille déjantée et débordante de créativité. Un scénario émouvant, prônant l'audace et la résilience, qui fut pourtant un échec à la hauteur de celui de La Planète au Trésor, avec seulement 169 millions de dollars récoltés au box-office mondial, la faute peut être à un graphisme manquant quelque peu de charme. On comprend l'approche rétro-futuriste, versant du côté de la Tom Punk, évoquant la naïveté des cartoons des années 60 tels que les Jetsons et l'idée qu'ils se faisaient du futur. Des couleurs vives et des formes arrondies, épousant sciemment l'aspect cartoon de cette aventure, qui n'a pas peur d'empiler les motifs de réjouissance pour les geeks en culottes courtes, machines à voyager dans le temps, robots, dinosaures et monstres tentaculaires. Mais ce traitement fait hélas pas le figure en comparaison des merveilles délivrées par Pixar à la même époque, notamment Ratatouille, dont le graphisme détaillé et le soin apporté aux lumières emportera l'adhésion du public la même année avec pas moins de 623 millions de dollars récoltés dans le monde. Néanmoins, Bienvenue chez les Robinson se revoit aujourd'hui sans déplaisir grâce à ses messages positifs, à sa bande-son signée Danny Elfman et à la séquence survoltée où Lewis fait la connaissance de tous les membres extravagants de la famille Robinson en l'espace de 5 minutes. Pop quiz. Who have you met and what have you learned? Okay, Bud, Fritz, and Joe are brothers. Fritz is married to Petunia, and is she... Frankie? Yes. Tallulah and Laszlo are their children. Joe is married to Billy. Lefty is the butler. Spike and Dimitri are twins, and I don't know who they're related to. Neither do we. Go on. Lucille is married to Bud, and your dad Cornelius is their son. What does Cornelius look like? Tom Selleck. En 2011, Disney s'essaie à une nouvelle méthode en distribuant en salle une production qui ne provient pas de son studio d'animation, mais il lui a été livrée par Image Mover Digital, une structure fondée par Robert Zemeckis en 1997 pour sa trilogie d'animation en motion capture, Le Pôle Express, La Légende de Beowulf et Le Drôle de Noël de Scrooge. Si Zemeckis expérimente ainsi une technique qu'il juge révolutionnaire, les faibles recettes des 3 films le contraignent hélas à la fermeture de son studio en 2010, et c'est donc Disney qui récupère le dernier projet en cours, Milo sur Mars, dont le titre original, Mars Needs Moms, est un hommage explicite à Mars Needs Woman, une série B de science-fiction généralement considérée comme un des plus grands nanars des années 60. Milo sur Mars n'est pas une petite production sans enjeu, à laquelle Disney trouve facilement une petite place dans son calendrier de sortie. Non, elle affiche une enveloppe budgétaire d'environ 150 millions de dollars, ce qui la place dans la même catégorie de blockbuster d'animation que La Planète au Trésor ou Bienvenue chez les Robinson. Elle fait d'ailleurs montre d'une ambition évidente dans son sens du spectaculaire, en suivant le point de vue d'un enfant terrien et évoluant dans de gigantesques décors extraterrestres pour retrouver sa mère. Ambition technique et visuelle qui fut loin d'être récompensée au box-office, puisque le film engendra seulement 39 millions de dollars dans le monde et qu'il dut se contenter d'une sortie en direct ou vidéo sur le marché français. Pas sûr cependant que Milo sur Mars aurait été bien accueilli dans les salles obscures de l'Hexagone, car le réalisateur Simon Wells, pour qui la science-fiction est une affaire de famille, puisqu'il est l'arrière-petit-fils de l'écrivain H.G. Wells, élabore une réalisation déroutante, respectant davantage les conventions d'un blockbuster en prise de vue réelle que celle d'un film d'animation estampillé Disney. Par sa gestion physique des corps et des décors, et par ses mouvements de caméra, Wells s'inscrit dans la même logique artistique que Zemeckis, à laquelle on pourrait peut-être encore adhérer pleinement en 2024 s'il n'y avait cette Uncanny Valley, cet inconfort visuel dans la représentation des visages humains qui a malheureusement fait vieillir Milo sur Mars bien plus vite que les classiques Disney. What is going on? The fact is, Mars needs moms, so the aliens are stealing them from Earth to raise their own kids. Who knew mothering was so hard? You're gonna have so much fun here. You and me, bro, play video games all day. Oh, disgusting.
I'm just trying to find my mom. She's the one that feeds me. She vacuums the house. Oh, come on. Ce dont a souffert Disney à partir des années 2000, c'est de sa difficulté à se positionner face à une forte concurrence de la part d'autres studios d'animation, qui ont d'ailleurs eux aussi proposé des récits de science-fiction avec plus ou moins de succès. Jimmy Neutron chez Nickelodeon Movies, Robot chez Blue Sky Studios, Monstres vs Aliens chez DreamWorks, et bien sûr Wall-E chez Pixar, qui, d'une certaine façon, concurrence les films de Walt Disney Animation Studios au sein de la firme aux grandes oreilles depuis maintenant une vingtaine d'années. Depuis le succès de Réponse à Noël 2010, Walt Disney Animation Studios occupe régulièrement les grands écrans en fin d'année, laissant Pixar occuper la période des vacances d'été, comme ce fut le cas en 2023 avec Élémentaire, cette année avec Vice Versa 2 et Elio l'été prochain. Elio, qui justement verra la rencontre d'un enfant terrien avec une civilisation extraterrestre, prouvant que Pixar s'autorise encore à piocher dans le bestiaire de la science-fiction, quand dans le même temps, les annonces des productions Walt Disney Animation Studios, Vaiana 2, Zootopie 2 et La Reine des Neiges 3 laissent peu de place aux aliens, aux cyborgs et aux vaisseaux spatiaux. Get off me! Hey, let me go! Let me go! Quit! I gotta clean you up! Get off of me! Hey! Mellow out, man! I'm not the fuzz! I'm not busting you. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast du Blog du Cinéma. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.